L'émission que vous allez voir aborde des sujets controversés. Les théories, opinions, croyances qui y sont exprimées ne constituent pas la seule interprétation possible. Nous vous invitons à vous faire votre propre opinion en vous basant sur toutes les informations disponibles. Un cadavre d'extraterrestre étendu sur une table d'autopsie du gouvernement américain. Depuis plus de 10 ans, les controverses se déchaînent à propos des images présumées de cette infâme autopsie. Un faux ou un tox? Si les images sont authentiques, elles prouvent que des extraterrestres ont envahi la Terre. C'était un canular de plusieurs millions de dollars impliquant plusieurs réseaux télévisés à travers le monde. Ce sont ces gens-là qui ont dupé tout le monde. Il m'est très difficile d'établir une quelconque corrélation entre cette chose et tous les corps humains que j'ai pu voir. Il n'était pas seulement responsable des effets spéciaux de l'autopsie réalisée. Il avait également fait l'alien. Mais alors que la caméra faisait un zoom arrière, on aperçut sur le sol un extraterrestre identique. Quelque chose qui ressemblait à un extraterrestre, et il bougeait. Si ce document est authentique, il est d'une importance capitale. Si c'est un faux, c'est le plus beau tissu de canular jamais assemblé par un réalisateur. Le mystère du film de l'autopsie de l'alien remonte à plus de 60 ans. C'est sur une base aérienne de l'armée américaine à Roswell, dans l'état du Nouveau-Mexique, qu'il a commencé. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. J'ai été appelé au QG et on m'a donné les copies d'un communiqué de presse affirmant pour l'essentiel que nous avions en notre possession une soucoupe volante. On m'a demandé de livrer ce communiqué en main propre aux 4 médias d'information que la ville comptait à l'époque. Walter Haut était l'officier chargé des relations publiques pour le 59e groupe de bombardement. Son communiqué de presse a rapidement fait le tour des réseaux radiophoniques et des journaux du soir de tout le pays, assouvissant la curiosité d'une nation où des centaines d'apparitions de soucoupes volantes avaient été reportées au cours des mois précédents. Mais au moment où elle éclatait, l'affaire était étouffée. 4 heures plus tard, le général Ramey, commandant du 8e bataillon de l'armée aérienne, s'emparait de l'affaire avec cette nouvelle déclaration publique. Il ne s'agissait aucunement d'une soucoupe volante. Tout le monde a cru ce qu'il disait, que c'était un ballon sonde, mais tout était mis en place pour habilement laisser croire que l'armée détenait effectivement une soucoupe volante. Et voilà qu'un général censé être bien mieux informé que cela déclare avec naturel « Non, c'était un nouveau type de ballon sonde ». Les habitants de Roswell ne croyaient pas à cette histoire de ballon sonde. Pour eux, c'était quelque chose de bien plus grave. Mon père faisait partie de l'équipe des services secrets de la base aérienne de Roswell et il avait pour tâche d'examiner les restes de ce que l'on croyait être un avion ou tout autre objet volant. Quand il est rentré de Roswell ce soir-là, il était très excité. Il nous a réveillés, ma mère et moi, vers 1h ou 2h du matin pour nous montrer ce qu'il avait rapporté de la base. Il a dit que cela faisait partie de la soucoupe volante. Il avait tout étalé sur le sol de la cuisine et on a regardé. J'ai pris un morceau, je l'ai soulevé pour mieux le regarder. La lumière de la cuisine se reflétait sur la surface interne et c'est alors que j'ai aperçu l'écriture ou plutôt les symboles qui le recouvraient. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de hiéroglyphes ou d'un type d'écriture similaire. En tout cas, c'était quelque chose de très étrange. En faisant des recherches pour son livre sur l'affaire, l'auteur Kevin Randle a découvert que les personnes ayant eu entre les mains des débris du crash étaient plus nombreuses qu'on le croyait. Je crois qu'en tout, j'avais parlé à près de 50 personnes qui avaient toutes tenu des débris du crash. Le plus étonnant d'entre eux était un matériel ressemblant à de l'aluminium que l'on pouvait rouler en boule et qui se dépliait ensuite tout seul. Ils ont essayé de le brûler et n'ont pas réussi. Le feu ne prenait pas. Ils ont essayé de le couper avec des canifs et n'ont pas pu.
Étonnamment, le père de Frank Iero a lui aussi rapporté qu'il avait des preuves tangibles et vivantes. Il y avait 2 corps couchés sur le sol devant l'appareil. Un troisième que l'on appela la petite personne marchait autour de l'appareil et était encore vivant. Au cours des nombreuses interviews qu'il a menées avec les personnes ayant des liens avec l'affaire Roswell, Kevin Randle a découvert qu'une série d'événements s'était produit après la découverte du vaisseau spatial et des corps. D'après les nombreux témoins visuels de l'incident, nous avons la preuve que l'appareil et les corps ont été amenés au hangar 84 de la base aérienne de Roswell et y sont restés une nuit avant d'être transportés ailleurs. D'après les témoignages visuels, les corps étaient scellés dans une grande caisse en bois posée au milieu du hangar. L'armée a fait quelque chose de très intelligent. Ils ont annoncé qu'il y avait bien une soucoupe volante, mais qu'ils l'avaient déjà capturée. Elle était déjà en leur possession, donc il n'y avait rien à voir et personne n'a cherché à la trouver. Puis, tout a été transféré à Fort Worth, au Texas. Les plus hautes instances militaires ont déclaré « Ces hommes ont fait une erreur, c'est juste un ballon sonde ». La presse n'a pas réussi à mettre la main sur Jesse Marcel, qui avait lui aussi été transféré à Fort Worth et à qui on avait interdit de parler. Vous savez, quand il est revenu de Carswell après avoir transporté les débris par avion, il m'a dit de ne pas en parler et l'a aussi dit à ma mère. C'est un non-événement. Faites comme s'il ne s'était rien passé. N'en parlez même pas à vos amis, ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Des années plus tard, j'ai appris qu'il faisait partie du complot, car il s'est servi de l'explication des forces aériennes alors qu'il savait pertinemment que ça n'était pas vrai. Un officier militaire est venu voir Frank Iero et lui a posé des questions au sujet de l'étrange pièce de métal qu'elle avait eue entre les mains. Je lui ai dit « Oui, je l'ai tenue ». Il a commencé à insister « Non, vous ne l'avez jamais eu entre les mains ». J'ai protesté « Mais si, je l'ai vu, je l'ai tenue ». Et il s'est fâché. Il a commencé à hausser le ton et m'a dit « Je veux que vous compreniez, vous n'êtes jamais allé sur place, vous n'avez rien vu, rien entendu ». Puis il a ajouté « Si vous ne comprenez pas ce que je vous demande, il pourrait vous arriver quelque chose. » Des preuves tangibles venant étayer la légende de l'OVNI qui s'était écrasé à Roswell dans l'État du Nouveau-Mexique en 1947 furent très difficiles à obtenir avant 1995, date à laquelle une vidéo filmant l'autopsie fit son apparition en Angleterre. L'autopsie d'un alien est toujours tournée en ridicule. Qui peut croire qu'un tel événement s'est réellement produit? C'est ridicule. Ray Santilli dirige une entreprise de distribution de musique et de vidéos à Londres. Il affirme qu'au début des années 90, il faisait l'acquisition de films de rock'n'roll quand un caméraman américain avec qui il avait déjà fait affaire lui dit « J'ai quelque chose d'autre à vous montrer ». On a regardé ce qu'il avait, et c'était à coup sûr le film le plus incroyable que j'avais jamais vu. Ma première impression a été « Ça ne peut pas être vrai ». Ce que Santilli prétend avoir vu et avoir fini par acheter sont des bobines en noir et blanc d'un film montrant l'autopsie d'une étrange créature humanoïde. Le caméraman, qui déclarait avoir reçu une autorisation des plus hautes instances militaires, aurait raconté à Santilli qu'en 1947, on l'avait envoyé par avion d'urgence à Roswell, où il avait filmé la découverte de plusieurs de ces êtres, vivants ou morts, ainsi que l'autopsie de l'un d'entre eux. Il a mis de côté des boîtes de bobines dont il disait qu'elles avaient besoin d'être traitées spécifiquement pendant qu'on les passait. Il a tout de suite envoyé le reste à Washington et quand il a fini par traiter les boîtes de bobines restantes, il a fait des pieds et des mains pour tenter de joindre Washington et leur dire de venir récupérer les films, mais ils ne l'ont pas fait. Il a gardé les bobines dans une boîte en carton, tout simplement, et il les a archivées. Tout le débat autour d'un possible canular remonte à l'incident lui-même. Il a vu une soucoupe volante qui s'était écrasée, elle était retournée, il a vu les créatures qu'il appelle monstres, couchées devant le véhicule, criant de douleur, mais il ne peut pas affirmer d'où elles venaient, il l'ignore. Pendant que j'étais chez lui, il m'a montré tout un tas de souvenirs que collectionnent les personnes de son âge. Des photos accrochées au mur, ses albums photos, son journal, son matricule de soldat, ses papiers de démobilisation. Il m'a eu l'air d'être une personne de bonne foi. Alors pourquoi Santilli refuse-t-il de révéler l'identité du caméraman ? Notre accord avec le caméraman était de protéger sa vie privée. Et c'est grâce à cet accord que nous avons obtenu le film. Si on pouvait lui garantir qu'il ne serait pas poursuivi par des journalistes, il voudrait peut-être bien sortir de l'ombre, je n'en sais rien.
Peut-être qu'il est en train de regarder notre émission à l'heure qu'il est et qu'il se dit « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Sa préoccupation majeure, il est octogénaire, est de mener une vie tranquille. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il a accepté d'être payé en liquide et qu'il se demande si cette somme va avoir des incidences sur ses impôts. Nous nous sommes basés sur le fait que le film était authentique. Il ne s'agit pas des mémoires d'Hitler ou d'un cas semblable. Tout ce que nous faisons, c'est introduire ce film dans le domaine public et dire « Voilà les faits, libre à vous de mener votre enquête. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous allons vous montrer l'autopsie de ce que certains prétendent être un extraterrestre venu de l'espace. Bien que muet, ce film de 17 minutes est aussi poignant que n'importe quel film de science-fiction hollywoodien. Mais cela ne relève peut-être pas de l'imagination d'un réalisateur. Ce document semble être authentique. Le corps étrange semble intact, à l'exception d'une vilaine blessure sur la cuisse droite. 2 mystérieux médecins portant des blouses anti-contamination étudient le personnage. Une troisième personne, portant un masque, assiste à l'examen derrière un mur vitré. S'agit-il vraiment d'une autopsie militaire top secrète réalisée sur un extraterrestre en 1947 ? Comme pour chaque mystère, nous devons entendre des témoignages, examiner les preuves et interroger les experts. D'abord, les témoins oculaires. Papa m'a dit qu'ils ressemblaient à des petits-enfants de 10 ans. Leur tête était trop large pour leur corps et leur peau avait une couleur rosée avec une nuance de gris. Bien sûr, on ne distingue pas les couleurs dans ce document, mais la taille et la forme des yeux correspondent assez bien à sa description. L'infirmière qui était prétendument présente a décrit un individu qui ressemble à l'individu autopsié dans le film. L'hypertrophie de la tête, les yeux noirs. Je crois que dans sa description, elle mentionnait également 4 doigts au lieu des 6 que nous voyons à l'image, alors nous avons là un petit décalage. D'après Frankie Rowe, son père a découvert 3 créatures vivantes sur le site du crash. Il ne cessait de répéter, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils ne vont pas nous faire de mal. Et il regrettait vraiment de n'avoir pas pu les aider. Peu importe qui elles sont, je suis vraiment navrée pour ces créatures. Si elles venaient d'un autre monde, d'une autre planète, leurs familles ne sauront jamais ce qui leur est arrivé. Ils ne rentreront jamais chez eux.